6 années de ma vie, 6 ans de mauvais café, de sourires hypocrites et de fierté ravalés si profondément que j'y en avais le goût dans la bouche. Et il a suffi d'un seul appel téléphonique d'un homme en peignoir, un vendredi 13, pour que tout s'arrête. J'y aimerais dire que j'y ai été surpris. Ce n'était pas le cas. Elle ne commence pas non plus par cet appel téléphonique. Elle commence par une pluvieuse après-midi de mars, 2 ans avant tout cela, alors que j'y avais le bras plongé jusqu'au coude dans un meuble à dossier au dernier étage d'un immeuble haussmannien de la place des Quinconces à Bordeaux, à la recherche d'un contrat fournisseur que Martine jurait avoir classé à la lettre V. Et moi je jurais qu'elle l'avait classé sous n'importe quelle lettre qui lui chantait ce jour-là. Je n'ai jamais trouvé ce contrat. Ce que j'y ai trouvé à la place, c'est une chemise cartonnée poussiéreuse, coincée derrière les dossiers suspendus, gonflée de documents qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis les années Mitterrand. L'étiquette indiquait « La Tour et AMP, associés, charte fondatrice et statut, origine 1987 ». J'y ai failli la remettre à sa place. Failli. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'asseoir et à la lire. Peut-être l'ennui. Peut-être quelque chose de plus vieux et de plus en colère que l'ennui. Parce que voici le problème quand on travaille pour son beau-père, ce n'est pas juste un emploi. C'est un rappel quotidien de la place exacte que vous occupez dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et Charles-Henri de la Tour avait été très clair dès l'instant où Chloé nous a présenté il y a 17 ans lors d'un dîner dans le quartier très chic des Chartrons, j'y étais un personnage secondaire dans la sienne. Quand Chloé nous a présenté, il m'a jaugé de la tête aux pieds de la même manière qu'un homme inspecte une voiture des occasions qu'il n'a pas demandé à essayer, et il a dit, c'est donc vous que Chloé nous cachait. Que faites-vous dans la vie, déjà? Je lui ai répondu que j'y étais dans le conseil financier. Il a hoché la tête comme si j'y avais dit que je collectionnais les bons de réduction. Ce fut notre début. Ça ne s'est jamais vraiment amélioré. Alors oui, c'est peut-être ce qui m'a poussé à m'asseoir et à lire cette charte fondatrice, 6 ans à me faire appeler champion par un homme de 78 ans qui a bâti toute son identité sur le fait de regarder les gens de haut, depuis n'importe quel piédestal qu'il pouvait trouver. J'y ai lu chaque page lentement. De la façon dont on lit quelque chose quand on a le pressentiment que sa vie est sur le point de changer et qu'on ne veut pas en rater un seul mot. J'y ai quand même failli le rater. C'était enfoui dans l'article 14, alinéa C, habillé de ce genre de jargon juridique conçu pour vous faire perdre le fil et passer à autre chose. Mais je l'ai lu 3 fois, puis une 4e, et à la 5e fois, je ne lisais plus. Je calculais. La clause stipulait ceci, tout employé de la Tour et AMP, associé qui est licencié sans cause réelle et sérieuse après au moins 5 années de service continu à temps plein, aura droit à une compensation en capital équivalente à 18% des parts de l'entreprise, évaluée au moment du licenciement. Je suis resté très immobile pendant un long moment. Puis j'y ai appelé Julien. Répète un peu, a dit Julien. Nous étions au Vieux Gréement sur les quais de la Garonne. 2 bières entamées, les touristes partis, le barman essuyant des verres à l'autre bout du comptoir comme s'il était payé pour être invisible. Dis-le plus lentement cette fois. Si Charles-Henri me vire sans cause réelle et sérieuse après 5 années continues de service, ai-je dit, j'y obtiens 18% de la boîte. Julien m'a dévisagé. Tu y es déjà depuis 4 ans. 4 ans et 2 mois. Il a pris sa bière. Elle a reposé sans boire. Antoine, ce n'est pas une clause ça. C'est un ticket de loto. C'est mieux qu'un ticket de loto. Les tickets de loto sont aléatoires. Ça, je peux le contrôler. La façon dont je vais le pousser à me virer. À mes conditions. Après la 5e année. Julien m'a regardé comme un homme regarde son meilleur ami quand il n'arrive pas à décider s'il a affaire à un génie ou à un type en train de faire une dépression nerveuse très calme. Puis il s'est adossé à sa chaise et a demandé, est-ce que Chloé est au courant? Pas encore. Tu dois lui dire. Je sais. Il s'est penché en avant. Antoine, tu dois tout lui dire, car si quelqu'un dans ce monde a une bonne raison de vouloir rabaisser le caquet de ce vieillard, c'est bien elle. Il n'avait pas tort. Et je crois que quelque part dans un coin de ma tête, je le savais déjà. J'y avais juste besoin de l'entendre à voix haute. Voici ce que vous devez comprendre à propos de Chloé avant que j'y aille plus loin, car cette histoire lui appartient tout autant que à moi. Chloé a 44 ans. C'est la personne la plus brillante que j'y ai jamais rencontrée de ma vie. Plus vive que n'importe quel analyste du 18e étage. Plus brillante que Diane Mercier, qui a fait l'université Paris-Assas et qui ne laisse jamais personne l'oublier. Plus intelligente que Charles-Henri lui-même,
bien qu'il préférerait avaler du verre brisé plutôt que de l'admettre. Elle a les yeux de sa mère et le cerveau de son père. Et elle a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à être reconnaissante pour l'un de ses héritages et discrètement furieuse contre l'autre. Charles-Henri a épousé Béatrice en 1974. Au dire de tous, les premières années furent belles. Mais Charles-Henri avait cette fâcheuse tendance à cultiver ses pires défauts au fur et à mesure qu'il s'enrichissait. Et au moment où Chloé a eu 12 ans, la villa du Cap Ferret n'était plus un endroit où il faisait bon vivre. Charles-Henri ne frappait pas. Il était trop dans le contrôle pour ça, trop soucieux de son image. Ce qu'il faisait était plus mesquin et plus difficile à prouver. Le genre de cruauté qui réside dans le ton de la voix et dans cette façon très spécifique qu'a un homme de faire sentir à une femme qu'elle est un fardeau simplement en la regardant. Il coupait la parole à Béatrice lors des dîners. Il la reprenait devant les invités. Il la gérait comme il gérait son portefeuille boursier, traquant chaque dépense, remettant en question chaque décision, la faisant se sentir comme un passif financier qu'il choisissait généreusement de supporter. Chloé a observé tout cela. Chaque dîner, chaque humiliation, chaque moment de silence où les épaules de sa mère s'affaissaient d'1 centimètre, où elle s'excusait pour quitter la table et ne revenait pas pendant 20 minutes. Béatrice a fini par partir quand Chloé avait 19 ans. Elle a fait 2 valises un mercredi matin pendant que Charles-Henri était au bureau, a conduit jusqu'à la maison de sa sœur à Aix-en-Provence, et a demandé le divorce 3 jours plus tard. La réponse de Charles-Henri fut de jouer la victime en public et le plaideur impitoyable en privé. La procédure a duré 2 ans et a coûté à Béatrice plus qu'elle n'aurait dû, parce que Charles-Henri avait des excellents avocats, de la patience, et une absence totale de culpabilité. Chloé ne lui a jamais pardonné. Pas complètement. Pas comme on pardonne au père dans les films, au 3e acte, avec un grand discours et une étreinte. Le pardon que Charles-Henri a obtenu de sa fille était purement fonctionnel. Le genre qui permet de s'asseoir face à quelqu'un à table sans lui planter une fourchette dans la main pour la mauvaise raison. Elle a maintenu la relation parce que Béatrice le lui a demandé, et parce que Chloé avait compris que brûler définitivement les ponts lui coûterait plus cher que à lui. Mais elle n'a jamais oublié et elle n'a jamais cessé de tenir les comptes. C'est pourquoi, lorsque je me suis assis en face d'elle à la table de notre cuisine au Chartron, avec les documents fondateurs étalés entre nos tasses de café, et que je lui ai expliqué l'article 14, alinéa C, elle n'a pas halté. Elle n'a pas paniqué. Elle ne m'a pas demandé si j'y étais sûr. Elle l'a lu 3 fois, plus lentement que je ne l'avais fait. Puis elle a levé les yeux. Il n'a jamais lu ces documents, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Il a hérité de la boîte, ai-je répondu. Il a hérité de tout. Il n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus ancien que la colère, de plus patient. Il a fait en sorte que ma mère se sente moins que rien pendant 20 ans, a-t-elle dit doucement. Il m'a fait sentir que je m'étais déclassé en me mariant, parce que j'y avais choisi quelqu'un qu'il n'avait pas validé. Il t'a appelé champion pendant 6 ans, Antoine. 6 ans. Elle a baissé les yeux sur le document. De quoi as-tu besoin de ma part? Voici ce que vous devez comprendre sur Charles-Henri. Il a 78 ans, il est bâti comme un homme qui fut autrefois physiquement imposant, et n'a jamais mis à jour l'image qu'il a de lui-même depuis. Il a une épaisse chevelure blanche qu'il entretient avec le même dévouement que la plupart des gens réservent à leur santé, un bronzage permanent dû à ses week-ends sur son voilier, et la poignée de main d'un homme qui croit que la fermeté communique la domination. Il a hérité de la Tour et AMP, associé de son propre père, elle a fait croître pendant le meilleur marché haussier de l'histoire économique, et se gargarise de cet accomplissement depuis lors. Il regarde tout le monde de haut. Pas occasionnellement, pas selon les situations, mais structurellement. C'est un comportement porteur pour lui. Il a besoin de quelqu'un en dessous de lui comme un bâtiment a besoin de fondation. Il m'avait nommé directeur des opérations parce qu'il avait besoin d'un bouc émissaire quand les choses tournaient mal. Il m'avait donné un bureau des angles parce que Chloé avait insisté lors d'un dîner de famille et qu'il ne pouvait pas dire non devant le fantôme de Béatrice, c'est à accent grave dire à l'idée de ce que penserait Béatrice, puisqu'elle avait depuis longtemps déménagé à Aix-en-Provence, vivait sa meilleure vie et ne regardait jamais en arrière. Il m'a qualifié de l'un de nos bons éléments lors de la fête de fin des années de l'entreprise devant 43 personnes et pensait être généreux. L'homme n'avait aucune idée de ce qui vivait entre ses propres murs. Le plan exigeait 2 choses, de la patience et de la provocation.
Je devais terminer ma 6e année avec un dossier professionnel irréprochable tout en me rendant juste assez irritant pour que Charles-Henri garde le doigt sur la gâchette. Pas assez pour justifier un motif de licenciement, juste assez pour le faire bouillir à petit feu. Chloé appelait ça de l'aggravation stratégique. J'y appelais ça la performance la plus épuisante de ma vie. Pendant 2 années entières, j'y ai tout fait correctement sur le papier et tout fait de travers selon l'instinct de Charles-Henri. Je remettais en question ses décisions lors des réunions du conseil, poliment, avec des données chiffrées, ce qui est d'une certaine manière pire que l'impolitesse pour un homme comme lui. Je mettais Diane Mercier en copie des emails que Charles-Henri aurait préféré garder informels. Je prenais l'intégralité de ma pause déjeuner chaque jour. J'y ai arrêté de rire à ses anecdotes de golf. J'y ai commencé à arriver à 9 heures précises et à partir à 18 heures pile, ce qui, dans le monde de Charles-Henri, équivalait à une lettre de démission qu'il ne pouvait techniquement pas accepter. Tu es différent ces temps-ci, m'a dit Charles-Henri un matin, faisant tourner son café comme un homme qui avait vu trop de films sur les gens de pouvoir. Quelque chose te tracasse, champion? Je me concentre juste sur les chiffres, ai-je répondu. Ils sont excellents. Il n'a pas aimé cette réponse. Il me voulait déstabiliser. Je lui ai offert de la compétence, et la compétence le rendait plus furieux que n'importe quoi d'autre. Je ne le savais pas encore, mais Hervé, son vice-président et ombre personnelle, avait déjà commencé à lui chuchoter à l'oreille que j'y avais pris trop mes aises, que je préparais quelque chose. J'y ai appris ça plus tard par Martine, qui entendait tout et ne disait rien, ce qui faisait d'elle la personne la plus puissante du 18e étage. Puis vint l'idée de Paris. C'est Chloé qui l'a suggéré, ce qui était la seule façon pour que ça marche. Elle en a parlé lors d'un dîner dominical chez Charles-Henri, le genre de propriété qui a un nom au lieu d'une adresse. Et elle a fait comme elle faisait tout, sans drame, sans prévenir, en glissant ça dans la conversation comme un caillou dans une eau calme. Antoine n'a jamais pris de vraies vacances, a-t-elle dit en remplissant son verre d'eau. 6 ans. Pas même un long week-end. Je veux que nous allions à Paris. 2 semaines. Agnès, la deuxième épouse de Charles-Henri, une femme agréable originaire des Arcachons qui avait vite appris à ne pas avoir des opinions à table, eut l'air ravie. Oh, comme c'est romantique. Charles-Henri découpait son filet de bœuf. 2 semaines, c'est long pourrait s'absenter. Les RH ont confirmé qu'il lui restait 31 jours de congés payés, a dit Chloé. Diane a déjà signé. Totalement approuvé, m'a-t-elle lancé un regard. C'est exact. Totalement approuvé, ai-je confirmé, en prenant une gorgée tranquille de mon vin. Charles-Henri m'a regardé de l'autre côté de la table. Assez longtemps pour communiquer quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. J'y ai soutenu son regard juste assez longtemps pour être à l'aise, et pas assez pour que ce soit un défi. Il est retourné à son repas. Amusez-vous bien, a-t-il lâché, comme si ça lui coûtait quelque chose. Ça lui a tout coûté. Il ne le savait juste pas encore. Nous avons atterri à Paris le vendredi 6 juin. Chloé et moi nous tenions sur le balcon de notre hôtel près de la Seine, elle a trinqué avec moi et a demandé, « Combien de jours ?» « Oui, ai-je répondu. Ensuite il appellera. Tu es sûr ? Julien lui donnait 72 heures avant de craquer. Je lui donne 8 jours. Je le connais mieux. Elle a souri. Un vrai sourire. Celui que 6 ans de dîners dominicaux avec Charles-Henri avaient rendu si rare que je les comptais. Le 2e jour, j'y ai envoyé à Charles-Henri une photo de la Tour Eiffel. Légende, ville incroyable. Je recommande vivement. Aucune réponse. Le 4e jour, j'y ai demandé à Martine de repousser 3 réunions à la semaine suivante, sachant que l'information remonterait via Damien jusqu'à Charles-Henri comme elle trouve son niveau. Le 6e jour, Chloé a envoyé à Agnès une vidéo depuis un restaurant en rooftop. Agnès elle a transféré à Charles-Henri dans l'heure. Elle le fait toujours. Le 8e jour, c'était le vendredi 13 juin. J'y étais sur le balcon, un café à la main, regardant Paris et s'éveiller quand mon téléphone a sonné. J'y ai regardé l'écran, puis j'y ai jeté un coup d'œil à travers la porte vitrée vers Chloé, assise sur le lit. Elle a levé les yeux et a fait un signe de tête affirmatif. J'y ai décroché. Charles-Henri, ai-je dit. Que est-ce que tu fabriques, bordel ? Cette voix. 30 ans de salarié s'était flétri sous cette voix. Pierre me dit que tout ton département tourne en pilote automatique. J'y ai 3 appels clients repoussés sans mon accord et toi, tu es en France à manger des foutus croissants.
Je l'ai laissé parler presque jusqu'au bout. Charles-Henri. Ne me Charles-Henri pas. Je suis le PDG de cette entreprise et je l'ai bâtie à partir de rien. Ce n'était pas vrai. Mais ce n'était pas le moment. Et je ne tolérerai pas que. Tu rentres ce soir. Tu m'entends? Ce soir, ou ce n'est pas la peine de revenir du tout. Tu es viré. On n'a pas besoin de quelqu'un qui disparaît quand il y a du vrai travail à faire. Comportement de feignant, champion. J'y ai toujours su que tu n'avais pas. J'y ai ri. Pas un petit rire poli. Un vrai rire. Un rire profond, sincère, mûri pendant 6 ans, qui remontait de quelque part où Charles-Henri avait exercé une pression depuis très longtemps. Puis j'y ai raccroché. Chloé était dans l'encadrement de la porte. Il l'a dit? Il l'a dit. En entier. Elle s'est approchée, a pris le café de mes mains, en a bu une gorgée et me l'a rendu. Dehors, la scène s'écoulait comme elle l'a toujours fait, lente, imperturbable, indifférente au royaume des petits hommes. Et maintenant? A-t-elle demandé. J'y ai regardé la ville une dernière fois. Paris au matin, doré et antique, et totalement désintéressé par Charles-Henri, son royaume de 30 ans, ou quoi que ce soit qu'il était en train de jeter à travers son bureau en ce moment même au Cap Ferret. Maintenant, on finit nos vacances, ai-je dit. Et ensuite, on rentre à la maison et on prend tout ce qui a toujours été à nous. Il nous restait 8 jours. Aucun de nous n'en a gaspillé un seul. Il y a un silence très particulier qui accueille un homme qui vient de se faire virer par téléphone à Paris et qui a choisi de terminer ses vacances quand même. Je le sais parce que je suis rentré à Bordeaux le dimanche 15 juin, et ce silence m'a accueilli à la récupération des bagages, m'a suivi jusqu'à la voiture et a fait le trajet sur le siège passager tout le long de l'autoroute A10 comme un autostoppeur qui savait exactement où nous allions. Chloé conduisait. Elle conduit toujours quand quelque chose d'important se prépare. Elle dit que ça la calme. J'y ai toujours soupçonné que c'était parce qu'elle aime avoir le contrôle du véhicule quand le monde extérieur est sur le point de s'enflammer. Tu es prêt? M'a-t-elle demandé en s'insérant sur les quais. Je suis prêt depuis 2 ans. Ce n'est pas ce que j'y ai demandé. Je l'ai regardé. Oui, ai-je dit. Je suis prêt. Elle a hoché la tête et n'a rien ajouté d'autre, mais sa prise sur le volant s'est très légèrement relâchée, je l'ai remarqué et je n'ai rien dit non plus. C'est ça, 20 ans de mariage qui fonctionne comme il se doit. Nous ne sommes pas allés au bureau ce jour-là. Le dimanche était fait pour défaire les valises, se regrouper et laisser Charles-Henri mariner dans tout ce qu'il concoctait depuis vendredi. J'y avais appris en 6 ans que la chose la plus puissante qu'on puisse infliger à un homme qui a besoin de contrôle, c'est le silence. Pas des appels, pas des emails, pas de supplications, juste rien. Et le néant, pour un homme comme Charles-Henri, est absolument assourdissant. Julien est passé ce soir-là avec une bouteille d'un vieil Armagnac et l'énergie d'un type qui avait attendu 8 jours pour avoir un compte-rendu complet. Raconte-moi tout, a-t-il dit en s'installant dans mon fauteuil comme s'il lui appartenait, ce qui était presque le cas vu le nombre d'heures qu'il y avait passé. Commence par le coup de téléphone. Alors je l'ai fait. Et quand je suis arrivé à la partie où j'y ai ri et raccroché, Julien s'est couvert le visage des 2 mains et a émis un son à mi-chemin entre le gémissement et la prière. Tu as raccroché au nez de Charles-Henri de la Tour, a-t-il dit. Oui. Au milieu de sa phrase. Techniquement, juste avant la fin d'une phrase. Oui. Il a regardé Chloé. Il est toujours comme ça? 20 ans, a-t-elle dit en se servant un verre. On s'y habitue. Julien a levé son verre des Armagnac à l'article 14, alinéa C. Nous avons trinqué à cela, tous les 3. Et pendant environ 45 minutes, assis dans notre salon des Chartrons, le ventilateur de plafond tournant lentement au-dessus de nos têtes, pendant que Bordeaux offrait sa douce chaleur de juin derrière les fenêtres, tout m'a semblé presque trop facile. Je ne le savais pas encore, mais la facilité était sur le point de prendre un congé prolongé. Lundi 16 juin, le premier jour du reste de la vie de Charles-Henri, bien qu'il ne le sache pas encore. J'y ai mis mon meilleur costume, le gris anthracite que Chloé avait choisi 3 Noëls plus tôt et que Charles-Henri avait un jour jugé un peu tout muche pour le bureau, et j'y ai conduit jusqu'au centre-ville. Je me suis garé à ma place habituelle dans le parking de l'immeuble, j'y ai pris l'ascenseur jusqu'au 18e étage et j'y ai franchi les portes vitrées de la tour et AMP, associés. À exactement 8h59, la réception est devenue silencieuse, comme un restaurant qui se tait quand quelqu'un entre et que tout le monde le reconnaît,
mais que personne ne veut être le premier à le dire. Léa, ma secrétaire, était à son bureau. Elle a levé les yeux, et son regard a fait 3 choses en succession rapide, du soulagement, de la panique, puis ce masque professionnel qu'elle avait mis 15 ans à perfectionner. Elle était douée, mais J était meilleure. « Bonjour, Léa, ai-je dit. »« Monsieur » a-t-elle répondu prudemment. « Je n'étais pas sûr que nous vous verrions aujourd'hui. »« Pourquoi ne me verriez-vous pas ?» Elle a ouvert la bouche, elle a refermé, a jeté un coup d'œil dans le couloir vers le bureau des Angles de Charles-Henri. Monsieur de la Tour a convoqué une réunion des chefs de service à 9 heures. Parfait, ai-je dit. J'y adore les réunions des chefs de service. J'y suis allé quand même. La salle de conférence du 18e étage a des baies vitrées qui offrent une vue magnifique sur la Garonne, une vue que personne ne regarde jamais vraiment parce que Charles-Henri remplit chaque pièce où il entre comme la météo dicte les prévisions. Il était debout en bout de table quand je suis entré, ses lunettes de lecture sur le nez, une pile de dossiers devant lui, faisant ses 78 ans mais refusant d'en admettre un seul. Hervé était à sa gauche. Pierre, toujours positionné exactement un siège plus près de Charles-Henri que tous les autres, était à sa droite. Caroline Muret, le vote décisif du conseil des administrations, et la seule personne dans cette pièce dont l'opinion importait vraiment sur le long terme, était à l'autre bout, faisant défiler l'écran de son téléphone avec le désintérêt concentré d'une femme qui avait tout vu. La pièce comptait 7 personnes. Elle en compta 8 quand je suis entré. Charles-Henri a levé les yeux. Et voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment. Elomène n'a pas bronché. 78 années des autorités absolues lui avaient forgé un visage qui n'enregistrait tout simplement pas la surprise de manière visible. Ce qui a traversé son expression fut quelque chose de plus lent et de plus délibéré. Un recalibrage, comme un joueur des échecs qui vient de voir son adversaire faire un mouvement auquel il ne s'attendait pas, et qui décidait maintenant s'il devait être impressionné ou en colère. Il a choisi la colère. Il choisissait toujours la colère. Antoine, a-t-il dit de la même manière qu'on prononce le nom d'un chien qui vient de ronger sa laisse. Charles-Henri, ai-je répondu, de la manière dont on prononce le nom d'un homme qui ne sait pas qu'il a déjà perdu. Je me suis assis, je me suis servi de la carafe de café au centre de la table. J'y ai versé lentement. Personne n'a dit un mot. Hervé fixait son carnet avec l'intensité d'un homme essayant de communiquer par télépathie qu'il ne voulait prendre aucune part à ce qui allait se passer. « Tu as été renvoyé » a dit Charles-Henri doucement, ce qui était d'une certaine façon pire que s'il avait crié. « Par téléphone » ai-je précisé. Pendant que j'y étais en congé payé approuvé. « Oui. » J'y ai pris une gorgée de café. « Il est bon, celui-là. » On a changé de fournisseur ? Ce n'est pas le moment pour... a commencé Hervé. Hervé, elle a coupé Charles-Henri, et Hervé s'est tu immédiatement, ce qui représentait le plus grand exercice que sa colonne vertébrale ait fait depuis des années. Charles-Henri a gardé les yeux fixés sur moi. Tu as été renvoyé. Ça veut dire que tu ne travailles plus ici. Ça veut dire que ce n'est pas ta réunion, et ce n'est pas ton café. Et j'y aimerais que tu... J'y aimerais parler à Diane, ai-je dit. Silence. Diane Mercier, ai-je précisé, comme s'il y avait plusieurs Diane et que je voulais être précis. Votre directrice juridique. J'y aimerais une réunion avec elle ce matin. J'y ai quelques questions concernant mon départ. Des questions RH. La routine, quoi? J'y ai prononcé le mot routine de la façon dont on parle de quelque chose qui n'est absolument pas routinier. Charles-Henri m'a dévisagé pendant un long moment. Sa mâchoire faisait ce truc qu'elle fait. Ce grincement lent dont Chloé m'avait dit un jour qu'il le faisait depuis qu'elle était enfant, généralement juste avant que quelque chose dans la maison ne devienne très bruyant ou très glacial. Sors de mon immeuble, a-t-il dit. Bien sûr, ai-je répondu en me levant et en boutonnant ma veste. Dites à Diane que je serai au vieux gréement. Elle sait où c'est. J'y ai regardé autour de la table. Ravi de vous avoir vu. Caroline, j'y adore cette veste. Caroline Muret a pressé ses lèvres très fermement pour cacher ce qui aurait pu être un sourire. Je suis sorti. Derrière moi, j'y ai entendu Charles-Henri dire quelque chose à Hervé d'une voix qui ressemblait à du gravier sous le talon d'une botte, et j'y ai entendu Hervé se précipiter, puis la porte s'ouvrir et se refermer. J'y ai marché jusqu'à l'ascenseur, appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée, et je suis descendu de 18 étages avec le calme d'un homme qui avait attendu 2 ans pour ce lundi matin.
Diane Mercier a appelé à 11h47. J'y en étais à mon deuxième café au Vieux Gréement, qui n'était techniquement pas encore ouvert, mais dont le patron, un homme imposant nommé Serge, qui devait une faveur à Julien pour une histoire qu'on ne m'avait jamais complètement racontée, m'avait laissé m'asseoir au bar en échange d'une conversation sur les transferts de l'Union Bordeaux-Bègles. Antoine, a dit Diane avec la voix d'une femme qui avait annoncé de mauvaises nouvelles tant de fois que c'est en était devenu neutre. Je crois qu'il faut qu'on se voie. C'est ce que j'y ai suggéré ce matin. Je sais. Une pause. Pas ici. Pas au bureau. Cette pause me disait tout. Diane Mercier était l'avocate de Charles-Henri de la même façon qu'un chirurgien est le chirurgien d'un hôpital. Employé là, loyauté professionnelle intacte, mais ultimement régie par un code qui surpassait l'employeur. Et quelque chose dans cette pause m'a dit qu'elle avait passé sa matinée à lire des documents qu'elle n'avait jamais lus auparavant. Plus précisément, je soupçonnais une charte fondatrice de 1987. Vous avez fait de la lecture, ai-je dit. Une autre pause. Plus longue. Où êtes-vous? Au Vieux Gréement. J'y serai à 13h. Elle a raccroché. J'y ai regardé Serge. T'as un truc à manger en cuisine? Il est 11h du mat. La semaine a été longue. Diane Mercier est arrivée à 13h tapante, ce qui est la seule façon d'y arriver pour quelqu'un qui a fait Assas. Elle avait 51 ans, la ligne svelte, portait une veste couleur nuage des orages, et tenait un porte-document en cuir qui, j'y en étais absolument certain, contenait une copie imprimée de l'article 14, alinéa C. Elle s'est assise en face de moi, a commandé de l'eau, a regardé ma bière et n'a fait aucun commentaire. Vous l'avez lu, ai-je dit. Quand l'avez-vous trouvé? A-t-elle demandé. Il y a 2 ans. Elle a fermé les yeux un instant. 2 ans. Un après-midi pluvieux de mars, meuble à dossier, 18e étage. Elle a ouvert le porte-document. Elle était là, imprimée, surlignée en jaune avec des notes manuscrites dans la marge, l'écriture serrée d'une femme qui prenait des notes juridiques depuis avant même la naissance de certains de mes collègues. Elle l'a tournée vers moi même si nous savions tous les deux que je la connaissais par cœur. Vous comprenez ce que vous réclamez? A-t-elle dit. 18% de la tour et AMP, associés, ai-je répondu. Évalué au prix du marché actuel, ce qui, vu l'acquisition de Bellor le trimestre dernier, place la valorisation de l'entreprise quelque part au-dessus d'eux. Je sais ce qu'elle vaut, Antoine. Donc vous savez ce que valent 18%. Elle aime à regarder fixement. Il va se battre. Je sais. Il a des ressources. Il a des avocats au-dessus de moi. Il rendra sa lait, long et très cher. Je le sais aussi. Et vous y êtes préparé. Je me suis penché en avant. Diane, j'y ai trouvé cette clause il y a 2 ans. J'y ai passé 2 ans à bâtir un dossier professionnel immaculé. J'y ai documenté chaque évaluation de performance, chaque félicitation, chaque absence approuvée. J'y ai 6 ans de service propre et inattaquable, et un licenciement qui a été prononcé verbalement, via un appel international, sans aucune cause réelle et sérieuse documentée, à un employé en congé payé approuvé. Je me suis adossé. Je ne suis pas seulement préparé. Mes valises sont faites et j'y attends près de la porte. Diane m'a regardé un long moment. Puis elle a baissé les yeux sur la clause surlignée. Et elle a fait quelque chose que je n'attendais pas de Diane Mercier, elle que j'y avais vu rester de marbre lors d'un litige de fusion qui avait fait pleurer 3 hommes adultes. Elle a expiré longuement et lentement, comme si elle relâchait quelque chose qu'elle retenait depuis un bail. Il vous a viré pendant que vous étiez à Paris, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, plutôt comme si elle l'enregistrait pour le procès-verbal. Vendredi 13, ai-je ajouté. 8 jours après le début de 2 semaines de vacances approuvées. Parce que je lui ai envoyé une photo de la tour Eiffel et que je n'ai pas rampé assez vite. Quelque chose a traversé le visage de Diane. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le droit. Il a traité ma mère de fardeau financier, a-t-elle dit doucement, presque pour elle-même. Pendant le litige du comte Hendrik, devant toute l'équipe. Elle a levé les yeux. Je travaille pour cet homme depuis 11 ans. Je n'ai rien dit. J'y ai juste laissé planer ça. Elle a refermé le porte-document, elle a aligné sur le bar à 2 mains. Vous allez avoir besoin d'un avocat externe. Je ne peux pas vous représenter. Conflit des intérêts évident. Mais je sais qui vous devriez appeler.
Elle a sorti une carte de visite de la poche intérieure de son dossier et elle a fait glisser sur le comptoir. Elle est douée. Plus que douée. Et elle va absolument adorer cette affaire. J'y ai pris la carte, je vais les regarder. Encore une chose, a dit Diane en se levant, reprenant sa posture professionnelle. Le conseil des administrations se réunit jeudi. Session trimestrielle ordinaire. Caroline Muret préside le comité de gouvernance. Elle a soutenu mon regard exactement une seconde de plus que nécessaire. La présence est ouverte à tout actionnaire actif. Puis elle a pris son verre d'eau, en a bu une gorgée, elle a reposé et est sortie. J'y ai regardé la carte de visite pendant un long moment. Puis j'y ai appelé Chloé. C'est en route, ai-je dit quand elle a décroché. À quelle vitesse? J'y ai regardé la carte dans ma main, puis par la fenêtre vers la Garonne. Brune, lente et plus ancienne que tous les problèmes que Charles-Henri de la Tour avait jamais pu créer. Plus vite qu'il ne pourra suivre, ai-je répondu. À l'autre bout du fil, ma femme de 44 ans, qui avait vu son père démolir sa mère, un dîner après l'autre, qui avait passé 20 ans à maintenir une relation avec un homme qui la considérait comme un simple accessoire de son héritage, qui avait lu l'article 14, alinéa C, et senti quelque chose se transformer définitivement en elle, a ri. A vraiment ri. Et quelque part de l'autre côté de la ville, dans un bureau des Anglo 18e étage, j'y étais prêt à parier que la mâchoire de Charles-Henri grinçait à nouveau. Bien. Quelle grince. Le jeudi était dans 4 jours, et j'y avais une réunion du conseil des administrations à préparer. 6 ans à m'entendre appeler champion, 6 ans de mauvais café, de gratitude fabriquée de toutes pièces et de choses ravalées qui auraient dû être dites à voix haute devant des salles pleines, 6 ans à regarder un homme de 78 ans diriger son royaume comme si Dieu l'avait personnellement adoubé pour le rôle. Jeudi est arrivé comme toujours, tranquillement, sans cérémonie, totalement indifférent au fait que tout était sur le point de changer. J'y étais debout à 5h30, douché, habillé, debout dans la cuisine dans mon costume anthracite pendant que Bordeaux faisait son lent matin humide par la fenêtre. Chloé est descendue à 6h, elle m'a vu là et elle n'a pas dit bonjour. Elle est allée direct au placard, a sorti 2 tasses et a versé le café. Aujourd'hui, a-t-elle dit. Pas une question. Aujourd'hui, ai-je répondu. Nous avons bu en silence. C'était le moment où nous nous sommes sentis le plus mariés en 20 ans de vie commune, ce qui en dit long. Je suis arrivé à 8h40 avec mon avocate externe, Victoire Rousseau, recommandée par Diane Mercier, 53 ans, 38 victoires sur 41 affaires plaidées, et le genre de femme qui entre dans une pièce comme si elle en connaissait déjà la fin. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 18e. Léa a levé les yeux, nous a vus tous les deux et a tendu la main vers son téléphone. Ne vous donnez pas cette peine, ai-je dit. Nous connaissons le chemin. Charles-Henri était en bout de table. Hervé à sa gauche, Pierre à sa droite, Caroline Muret à l'autre bout avec un bloc-notes jaune, ses lunettes de vue, et la patience de quelqu'un qui attendait cette réunion spécifique depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait admis. Victoire a distribué 12 copies reliées de l'article 14, alinéa C, sans cérémonie ni préambule. La salle a lu. La salle est devenue silencieuse. La mâchoire de Charles-Henri a commencé à grincer. C'est un coup monté, a-t-il dit. C'est une clause, monsieur de la Tour, a répondu Victoire sur le ton d'une institutrice reprenant un enfant qui sait pertinemment qu'il a tort. Une clause juridiquement contraignante dans votre propre charte fondatrice. Monsieur a été licencié sans cause réelle et sérieuse documentée, après 6 ans et 4 jours de service continu à temps plein. Le seuil était de 5 ans. Le calcul n'est pas compliqué. Je veux Diane ici. La porte s'est ouverte. Diane Mercier est entrée et s'est assise exactement au milieu de la table. Pas du côté de Charles-Henri, pas du mien. Ce qui a tout dit à la salle. Dis-leur que c'est inapplicable, a lancé Charles-Henri. Diane a levé les yeux de son porte-document. La clause est applicable. J'y ai passé 3 jours à chercher un moyen de vous prouver le contraire, et je n'en trouve aucun. Elle l'a dit de la même manière que les médecins annoncent de mauvaises nouvelles. Net, définitif. Je suis désolé. Quelque chose a traversé le visage de Charles-Henri que je n'avais jamais vu en 6 ans. Est l'expression spécifique d'un homme qui vient de se retrouver acculé. Il s'est tourné vers moi et a commis l'erreur que les hommes comme lui font toujours quand les murs se referment. Il a attaqué personnellement. Tu n'as jamais eu ta place ici, a-t-il dit. Voix basse, contrôlée,
Cette même voix qui avait forcé Béatrice à s'excuser de table pendant 20 ans. Je t'ai donné un boulot parce que ma fille me l'a demandé. Tu as été un passager depuis le premier jour. Un passager bien habillé et ingrat. Et tu oses te tenir là et réclamer 18% de quelque chose que tu n'as absolument pas contribué à bâtir. Papa. Toutes les têtes se sont tournées. Chloé était au fond de la pièce. Elle avait été là depuis le début de la réunion, assise tranquillement dans un coin où tout le monde avait supposé qu'elle était elle une des associées de Victoire. Elle s'est levée, a lissé sa veste, et s'est avancée au centre de la pièce avec la lenteur délibérée d'une femme qui avait attendu 44 ans pour arriver à cet instant précis. Le visage de Charles-Henri a exprimé quelque chose de complexe. Je t'ai regardé forcer maman à quitter la table, a-t-elle dit. Doucement. Sans trembler. Chaque dimanche pendant 7 ans. Elle revenait 20 minutes plus tard, les yeux trop brillants. Et tu continuais à parler comme si elle n'avait pas assez d'importance pour que tu mettes ta phrase en pause. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de lui. Je les regarder faire ses 2 valises et conduire jusqu'à Aix-en-Provence parce que rester était devenu quelque chose qu'elle ne pouvait physiquement plus supporter. Et ensuite tu as passé 2 ans à la punir pour ça. Elle a regardé son père de la façon dont on regarde un objet qu'on a finalement décidé de poser. Tu as donné ce travail à Antoine par pitié, tu l'as appelé champion pendant 6 ans, et tu as dit devant une salle pleine de monde qu'il était un de nos bons éléments, comme s'il avait besoin de ta validation pour exister. Sa voix ne s'est jamais élevée. C'était ça, la partie dévastatrice. Tu as bâti cette entreprise sur l'argent de ton père et sur la dignité de tes employés, et aujourd'hui ça t'est à tout coûté, parce que tu as viré ton gendre depuis Paris un vendredi 13, parce qu'une photo de la Tour Eiffel avait froissé ton ego. Elle a fait une pause. Je t'aime parce que tu es mon père. Mais je n'ai jamais été fier, pas une seule fois, de l'homme que tu es. Elle est retournée s'asseoir. Caroline Muret s'est éclairci la voix. Tous ceux qui sont en faveur de la reconnaissance de la réclamation des équités de monsieur selon l'article 14, alinéa C. Cette main se sont levées. Charles-Henri est resté silencieux. Ça n'avait pas d'importance. Il était déjà fini. La suite s'est déroulée comme se déroulent toujours les vraies conséquences. Pas en un seul instant, mais sous un poids accumulé. Martine, l'assistante, est entrée dans le bureau de Victoire le vendredi matin avec un dossier vieux de 4 ans qui a pétrifié Victoire. À la fin de cette semaine, 11 anciens employés s'étaient manifestés. Licenciements abusifs, environnement de travail toxique, une plainte pour discrimination qui attendait depuis 14 mois exactement ce genre d'élan. Chaque cas était individuel, ensemble, c'était une démolition. Les frais des avocats de Charles-Henri s'accumulaient quotidiennement. Ces avocats ont arrêté d'édulcorer les chiffres. Le conseil des administrations l'a révoqué le jeudi suivant. Il a résisté à l'idée de vendre ses parts pendant 2 semaines. La résistance d'un homme qui sait que vendre signifie admettre la défaite. Et puis il a cessé de résister parce que la fierté coûte cher et qu'il avait fini par faire les calculs. Il a vendu à Caroline Muret discrètement un jeudi après-midi. Pas de cérémonie, pas de photo dans le hall, juste une signature sur un document dans un bâtiment qui était déjà passé à autre chose avant même qu'il ne se lève pour partir. J'y ai vendu mes 18% à Caroline Muret 2 semaines plus tard. Julien m'a demandé pourquoi. 3 fois, en augmentant le volume de sa voix. Je lui ai donné la même réponse à chaque fois. Je n'ai jamais voulu de cette entreprise. Je voulais la clause. Je voulais qu'un homme qui avait passé sa vie à rabaisser les gens soit enfin contraint de s'asseoir au même niveau que tous ceux qu'il avait méprisés. C'était chose faite. Le reste n'était que de la paperasse. La somme que Caroline m'a payée était plus que suffisante. Plus que suffisante pour partir. Chloé et moi nous sommes assis à la table de la cuisine au Chartron, une dernière fois. La même table, les mêmes tasses. La table où, 2 ans plus tôt, j'y avais étalé ses documents fondateurs et tout changé. Où a-t-elle demandé. Quelque part où personne ne connaît son nom, ai-je répondu. Elle a regardé par la fenêtre les arbres, l'architecture bordelaise et la lumière dorée qui nous accompagnait depuis 12 ans. Puis elle a posé sa tasse. Je vais commencer à faire les cartons, a-t-elle dit. Nous étions partis en août. Béatrice a entendu toute l'histoire de la bouche de Chloé au téléphone. Quand Chloé a terminé, sa mère est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit,
Avec le calme d'une femme qui avait mérité chaque syllabe, j'y ai toujours su que cet homme finirait par manquer de gens prêts à se faire tout petit pour lui. Puis elle a demandé si Chloé voulait venir passer un long week-end à Aix-en-Provence. Chloé a répondu oui avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Julien nous a appelés chaque dimanche, peu importe où nous atterrissions. Un soir, des mois après notre départ, il m'a demandé si ça me manquait. J'y ai pensé au 18e étage au costume gris anthracite, au meuble à dossier par cet après-midi pluvieux qui avait tout déclenché. Pas même un peu, ai-je répondu. Certains hommes passent toute leur vie à bâtir des royaumes. Charles-Henri de la Tour en a bâti un pendant 30 ans et elle a perdu un jeudi de juillet parce qu'il a traité son gendre de gros feignant depuis Paris et qu'il n'a pas pu finir sa phrase avant que la ligne ne soit coupée. 6 ans à se faire appeler champion, une clause, un homme patient, et une femme qui tenait les comptes depuis qu'elle avait 12 ans et qui n'en avait jamais perdu le fil.